Sur la transparence et les services publics numériques. C'est à toi. Merci beaucoup. Donc vous m'entendez, vous me voyez? Parfaitement. Très bien. Alors, la transparence, de quoi s'agit-il? De proclamer pour chacun le droit à l'information, le droit de savoir, de refuser qu'on interdise sans raison l'accès aux données, aux dossiers et aux documents officiels. Pas une définition juridique, ben parce qu'il n'y en a pas, hein, comme on l'a vu pour la simplification, il n'y a pas de définition juridique de la transparence. Ces mots ont été prononcés en 1976 par Roger Gérard Schwarzenberg. Ils exprimaient déjà la critique émergente de la contestation du secret. L'administration devait devenir une maison de verre. L'idée était de faire en sorte que les citoyens voient à travers les murs administratifs, qu'ils aient accès aux rouages de l'administration, peut-être pas les plus intimes, mais en tout cas ceux qui affleurent, ceux qui les concernent en réalité. Or, la société a évolué de telle manière que le champ des objets concernés par cette mise en lumière est de plus en plus vaste. Car finalement, comme l'administration est tout de même le prolongement du gouvernement, la démocratie ne doit pas s'arrêter à ses portes. Alors, dans les années 70, la démocratie administrative se met en place à travers toute une série de textes qui visent à rééquilibrer la relation administrative au profit des administrés. Et on ne va pas revenir sur ce riche ensemble normatif que vous connaissez tous, des lois de 78 et de 79, de la loi informatique et liberté, en passant par la loi CADA, à la loi sur la motivation des actes administratifs, et puis qui aboutit à la loi du 12 avril 2000, notamment. La transparence connaît aujourd'hui un profond renouveau au regard des objets qu'elle intéresse, des vecteurs qui la véhiculent et des enjeux qui sous-tendent son essor. Au regard des objets, l'exigence de transparence concerne désormais non seulement la relation administrative, comme dans les années 70, mais aussi la commande publique, la fonction publique et la vie politique. On a par exemple les lois du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour promouvoir cette transparence tous azimuts, le vecteur numérique est devenu incontournable. Les années 2000 ont marqué un tournant, ça a commencé par la mise en ligne de l'information juridique, hein, c'est le service public de la diffusion du droit par Internet en 2002, et puis par la publication en ligne de certaines informations administratives, la création du site servicepublic.fr, pour enfin aboutir à la mise en place d'une politique pionnière d'open data dès 2005, impulsée par l'Union européenne, et puis fermement actée en 2016 avec la loi pour une république numérique. Depuis, toute information publique contenue dans un document communicable doit être libérée. Et aujourd'hui, la France participe activement à ce qu'on appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est un regroupement de 79 États et d'une centaine d'organisations de la société civile pour promouvoir cette transparence. La France a même co-présidé cette organisation entre 2016 et 2017. À cette nouvelle ouverture ou libération de la donnée correspond une diversification des enjeux qui sous-tendent l'essor de la transparence. L'enjeu de la transparence est au départ essentiellement démocratique parce qu'il s'agit de faire en sorte que l'administré puisse connaître, puisse comprendre la façon dont il est traité par l'administration, qu'il puisse même lui permettre de mieux l'évaluer, voire de mieux la contrôler. Tout cela est de l'ordre évidemment du discours. La transparence doit restaurer la confiance, le terme qu'on emploie aujourd'hui à toutes les sauces. L'acceptation, elle doit restaurer l'acceptation de la décision publique et partant la légitimité de l'action publique. Mais à cet enjeu démocratique s'ajoute avec l'open data un enjeu économique. La libération des données sur la base desquelles des services et des applications nouvelles vont pouvoir se développer doit en effet stimuler l'innovation et par conséquent la croissance économique et l'emploi. Le thème de la transparence des services publics est progressivement monté en puissance grâce au numérique et on observe une juridicisation croissante de cette exigence. Tout se passe un peu comme si l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au terme duquel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,
prenait corps dans la réalité administrative. Pourtant, la doctrine continue de refuser de hisser la transparence au rang des grands principes du service public. Quand elle l'évoque, la transparence est présentée comme un principe virtuel, complémentaire, un principe directeur, à géométrie variable, qui ne saurait exister sans texte. Il faut reconnaître à cet égard que le juge a refusé d'en faire un principe général du droit dans l'arrêt de 2005, Association Coordination nationale Natura 2000. Est-ce que le numérique a changé la donne par rapport à cet état des choses? Dire que le numérique a fait basculer la transparence dans la catégorie des grands principes est inexact. Je reprends à mon compte l'analyse d'Hélène Polia sur la simplification, mais simplement, je n'aboutirai pas exactement à la même conclusion. Alors, je crois qu'il contribue à la montée en charge juridique de la transparence. On observe en effet une régénération de la transparence par le numérique, ce que je verrai dans un premier temps, mais il reste encore, à mon sens, trop de zones d'ombre pour en faire un principe, ce que je verrai dans un second temps. La régénération de la transparence par le numérique prend des formes multiples et je voudrais mettre simplement ici en évidence deux phénomènes concomitants. On observe, d'une part, les progrès de la transparence sur le service public dématérialisé, sur les actes dématérialisés, d'une part, et d'autre part, on observe les avancées de la transparence par l'intermédiaire du numérique. Je vous propose donc d'observer d'abord les manifestations de la lumière jetée sur le service public numérique pour ensuite envisager les manifestations de la lumière numérique sur le service public. J'espère que ce n'est pas trop artificiel comme découpage. Alors, il y a plusieurs hypothèses d'abord de service public numérique. Les implications de l'exigence de transparence sont différentes selon les hypothèses. Je renvoie à mon texte écrit sur cette question et je vais m'arrêter plutôt sur la consécration qui a été à de multiples reprises soulevée ce matin, d'un droit à la communication des algorithmes et des codes sources utilisés dans le cadre d'un service public, donc un droit à la communication, voire un droit à l'explicabilité des algorithmes publics. Rappelons donc d'abord que depuis la loi pour une république numérique de 2016, excusez-moi, pardon, je me rends compte que je ne diffuse pas la bonne image. J'ai oublié de changer l'image. Excusez-moi, je gère la mise en page de Google sur YouTube. Pardon. Et je reprends mon texte. Je ne m'étais pas rendu compte de... Lucie, on ne t'entend pas sur YouTube, en fait. Hein. Je crois que c'est à cause de tes écouteurs. On ne t'entend pas sur YouTube. Ah, d'accord. Bon, alors, attendez. Je procède à des ajustements. Je ne comprends pas pourquoi on ne me voit pas déjà sur l'écran. Est-ce que vous me voyez bien sur YouTube ou est-ce qu'on ne me voit pas? Non, on ne te voit pas. On voit Thomas. Mais okay. Et là, on doit te voir toi, mais je ne... Ah, d'accord. Je crois que je sais pourquoi. J'avais baissé tout à l'heure parce qu'on m'entendait même quand je coupais mon micro. Et voilà. Est-ce que là... Catherine, excuse-moi de te déranger sur cet ajustement. Est-ce que cette fois, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Non. Mais absolument désolée. Voilà, ben tant pis, on ne verra pas. Pas grave. Sur YouTube, ça va? Est-ce qu'on m'entend sur YouTube? Alors, excuse-moi de te déranger sur cet ajustement. Est-ce que cette fois, est-ce que vous m'entendez sur YouTube? Oui, c'est bon. Sur YouTube, on t'entend. C'est bon, j'ai réglé le problème. Après l'affichage, bah, tant pis. On verra les petites vignettes, c'est pas très grave. Voilà, ça fait rien. Merci Lucie. Désolée. Alors du coup, j'étais sur le droit à la communication des algorithmes et des codes sources utilisés donc dans le cadre d'un service public. Je crois que j'en étais à rappeler la loi pour une république numérique de 2016 qui inscrit les codes sources dans la liste des documents administratifs communicables. Donc, ça signifie que toute personne qui en fait la demande peut se voir communiquer un code source produit dans le cadre d'une mission de service public
à condition bien sûr de ne pas tomber sous le coup des exceptions classiques, les secrets, la protection des données personnelles qui nécessitent l'anonymisation par exemple. La loi impose aussi la publication en ligne des règles qui définissent les principaux traitements algorithmiques, dès lors qu'ils sont utilisés pour fonder des décisions individuelles, là encore, sous réserve que ça ne porte pas atteinte à des secrets protégés par la loi. Et ces obligations de communication se doublent en plus d'un droit à information, puisque chaque décision individuelle prise sur le fondement d'un algorithme doit le mentionner pour en informer l'intéressé. Donc, le droit à communication des algorithmes est clairement consacré par les textes. Là, pour le coup, contrairement à la simplification, il y a quand même des textes tout à fait clairs sur cette question. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de la demande de la communication d'un algorithme, le célèbre Parcoursup, que le Conseil constitutionnel a le 3 avril 2020, érigé le droit d'accès aux documents administratifs au rang constitutionnel en se fondant précisément sur l'article 15 de la Déclaration. Ce droit peut bien sûr être encadré par le législateur, mais sans que ce soit disproportionné, et le Conseil émet une réserve d'interprétation sur cette disposition qui limite la communication de Parcoursup, en considérant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à l'article 15 si elle aboutissait à empêcher l'accès des tiers aux informations en question une fois la procédure achevée. C'est la raison pour laquelle il invite donc les établissements à publier après coup, c'est toute la limite, après coup, les critères en fonction desquels les candidats ont été examinés. On verra toutes les limites de cette décision par la suite. Pour l'instant, je voudrais juste dire encore un mot sur l'autre implication de la transparence des algorithmes publics, c'est la question de l'explicabilité. La transparence suppose en effet que si un service public utilise un algorithme, eh bien, il doit être capable d'en expliquer le fonctionnement. Pour attacher ça à l'obligation de motiver les décisions administratives. Comment ça se traduit? Ça se traduit par l'interdiction d'utiliser des algorithmes déjà auto-apprenants pour prendre des décisions administratives individuelles qui seraient exclusivement fondées sur ces algorithmes, précisément parce que dans le cas d'algorithmes auto-apprenants, personne n'est capable d'expliquer leur mode de fonctionnement. À la différence d'algorithmes classiques qui sont insérés dans un fonctionnement prédéfini, qui exécutent un programme qui est décidé par l'humain, pour le dire schématiquement, d'autres algorithmes qu'on appelle des algorithmes auto-apprenants ou d'apprentissage machine ou de machine learning sont en capacité d'apprendre tout seuls et de s'améliorer en fonction des données qui les alimentent et concrètement, bien, personne n'est capable d'expliquer leur mode de fonctionnement. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a interdit l'utilisation de ce type d'algorithme pour prendre des décisions administratives individuelles exclusivement fondées sur les algorithmes. C'est la décision du 12 juin 2018. Et puis, s'il a validé la possibilité de prendre des décisions administratives individuelles exclusivement fondées cette fois sur un algorithme classique, de type Parcoursup par exemple, bien c'est parce que le législateur avait fait obligation aux responsables de traitement de maîtriser l'algorithme, de maîtriser l'évolution de l'algorithme et d'être capable d'expliquer en détail aux administrés sous une forme intelligible la manière dont ils ont été traités par cet algorithme. On verra bien sûr toutes les limites de ces exigences posées par le juge constitutionnel. Pour l'instant, je vais m'intéresser à une autre forme de transparence portée cette fois par le numérique. Je voudrais évoquer la lumière numérique projetée sur le service public. Le service public peut servir le numérique peut servir à éclairer le fonctionnement du service public, d'ailleurs qu'il soit numérique ou non. Il y a deux mécanismes qui doivent être envisagés. Je prendrai plutôt l'exemple de l'open data. Il y a l'open data, bien sûr, il y a aussi des mécanismes d'évaluation des services publics, dont je dirais juste un tout petit mot ensuite, mais je vais plutôt m'intéresser à l'open data. Alors, je l'ai dit, l'open data, c'est l'ouverture gratuite et la réutilisation des données publiques, qui a été progressivement consacrée sous l'impulsion de l'Union européenne depuis 2005 et qui a trouvé vraiment une consécration par la loi pour une république numérique en 2016, qui pose le principe de l'open data par défaut, c'est-à-dire que toute information publique contenue dans un document communicable doit être libérée, et elle généralise le principe à tous les services publics,
services publics industriels et commerciaux, services publics administratifs. Les plus régaliens sont concernés, je pense bien sûr à l'open data des décisions de justice qui a fait couler beaucoup d'encre. Thomas ne me contredira pas. La transparence par l'ouverture des données publiques a ce site particulier qu'elle s'inscrit non seulement dans une perspective démocratique, mais aussi dans une logique d'innovation, de recherche et de développement économique. C'est la création de services innovants, en particulier de développement de l'intelligence artificielle, parce que la libération des jeux de données publiques est précieuse pour entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, par exemple, pas nécessairement concernant l'intelligence artificielle, mais je voudrais prendre l'exemple de l'open data des données de santé, qui peut illustrer cette double dimension à la fois démocratique et d'innovation. La publication des données et des modèles épidémiologiques de la Covid-19 a permis de renforcer l'information et l'acceptation des décisions publiques. Mais début mars 2020, c'est une initiative citoyenne, c'est Open Covid qui a commencé, donc une initiative citoyenne qui a commencé à collecter et agréger des données communiquées par les pouvoirs publics. Et c'est cette initiative citoyenne qui a fait pression, en fait, pour que soit repris au niveau gouvernemental, pour que cette logique soit relayée au niveau gouvernemental par Etalab et par Santé publique France via des sites officiels. Et c'est ce même type d'initiative citoyenne qui a quelque part forcé, en début de semaine, le gouvernement à publier les données de vaccination dont on n'avait pas connaissance avant. Dans une perspective, cette loi non pas démocratique, mais de recherche et d'innovation, la mise à disposition des données liées à la Covid-19 sur le Health Data Hub doit permettre aussi aux chercheurs de mieux comprendre l'épidémie et de trouver des solutions. Il y a l'open data, il y a aussi l'évaluation de l'action publique, des services publics, qui peut être facilitée par le numérique. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point, mais notons qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place sur Internet pour recueillir l'avis des usagers. C'est voxusager.gouv.fr, des forums comme Open Data, la mise à disposition aussi des résultats des services publics, c'est résultats-services-public.fr, d'ailleurs mis en Open Data. Donc, la transparence progresse indiscutablement via les outils numériques, mais subsistent des zones d'ombre qui freinent son extension, qui entravent l'avènement d'un principe de transparence en tant que principe général du service public. C'est le deuxième point que je voudrais aborder maintenant. La survivance de zones d'ombre est entretenue d'abord par des mécanismes de protection qui visent à retenir, pour diverses raisons, certaines informations. Ce sera le premier point. Et puis, elle est alimentée, cette survivance de zones d'ombre, elle est aussi alimentée par l'apparition, à mon avis, de nouvelles opacités qui sont précisément générées par le numérique. Donc, je vais d'abord voir le maintien de ce que j'ai appelé des écrans protecteurs, et ensuite, j'envisagerai l'apparition de ces nouvelles opacités. D'abord, maintien d'écrans protecteurs, je crois qu'on peut mettre en évidence deux types d'écrans protecteurs. D'une part, il y a des protections juridiques qui sont justifiées par la nécessité de préserver certains secrets et les données personnelles des utilisateurs. Et puis, il y a des pratiques d'autoprotection peut-être un peu moins justifiées. D'abord, sur les protections juridiques justifiées par certains secrets et les données personnelles, je vais aller assez vite parce que finalement, ça c'est assez connu. La nécessité de protéger les secrets, la vie privée des personnes justifie bien sûr que certaines données soient exclues du champ de la communication, a fortiori de l'open data. Ce sont les articles L311-5 et L311-6 du CRPA qui le prévoient. Sur les secrets, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que c'est précisément pour préserver le secret des délibérations des équipes pédagogiques que le Conseil constitutionnel a autorisé le législateur à limiter la communication de l'algorithme local de Parcoursup. Il a considéré que cette limitation était d'intérêt général.
Et il estime qu'au regard des garanties qui sont apportées à sa mise en œuvre, cette limitation n'est pas disproportionnée, ce qui est discutable. Et si vous voulez en discuter ensuite, je suis ouverte sur cette discussion. Et puis, le Conseil constitutionnel considère qu'il faut que les établissements publient leurs critères de sélection à l'issue de la procédure, mais il n'oblige pas à le faire avant. Donc, des secrets justifient certaines zones d'ombre. Je voulais juste vous apporter, moi, un éclairage sur la décision du Conseil constitutionnel sur Parcoursup. Il y a aussi toujours donc, la protection des données personnelles qui justifie des exceptions à la communication. Elles sont au nombre de 3, ces expressions. Soit l'intéressé consent expressément à la diffusion des données, soit il existe une obligation légale de publication, soit on procède à l'anonymisation des données. Le problème, c'est que concrètement, aucun dispositif d'anonymisation ou de pseudonymisation n'est infaillible. On constate qu'il y a une possibilité d'établir des liens entre les données anonymisées, et c'est ce qui constitue la principale faiblesse. Le croisement des données, c'est la principale faiblesse de l'ensemble de ces dispositifs, parce que ça leur permet de redevenir identifiantes. Et concrètement, le rapport Botorel qui a été remis en décembre 2020 souligne, donc sur la politique de la donnée, souligne la crainte des acteurs publics de divulguer ces données personnelles. Et du coup, ça les conduit à s'auto-censurer dans la mise en œuvre de la politique d'ouverture des données. Et j'en viens justement à ces mécanismes d'autoprotection, d'autocensure qui freinent l'ouverture. La France est leader au niveau international sur l'ouverture des données, il faut quand même le signaler. Mais le rapport Botorel que je viens de mentionner constate que la dynamique d'ouverture a nettement ralenti depuis 2017 et qu'une minorité d'acteurs publics, sans les lister et sans donner de statistiques, une minorité d'acteurs publics se conforme à la loi pour une république numérique. On constate certaines résistances administratives. Et je crois qu'elle relève de 3 catégories d'explications. D'abord, l'argument de la sécurité informatique est avancé pour retenir les données. Mais l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a fait elle-même le choix du logiciel libre, recommande de faire des analyses de risque, mais elle considère que l'ouverture, par exemple, des codes sources peut en réalité permettre précisément de tester la résilience des systèmes. Donc l'argument n'est pas complètement convaincant. Il y a un autre argument qui est relatif au risque d'un mésusage des données. Alors, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale rechigne à livrer les données de résultats scolaires des établissements, des lycées, en fonction des résultats des élèves au baccalauréat, parce qu'il considère que l'information peut être pénalisante pour les lycées qui font des efforts, qui ont des élèves en grande difficulté scolaire à l'entrée du lycée. Mais bon, cette rétention d'informations est-elle pertinente? On peut se poser la question, alors que les classements des établissements existent de toute façon depuis bien longtemps. D'une certaine manière, cette attitude révèle, me semble-t-il, le besoin de toute organisation de maîtriser ces données, parce que l'information, c'est une forme de pouvoir qu'on hésite à partager. Et moi, je crois que les résistances face à l'open data judiciaire expriment aussi cela. Le dernier argument, c'est un argument économique et ce n'est pas le moindre. Depuis 2016, les administrations n'ont, sauf exception, plus le droit de faire payer des redevances pour permettre la réutilisation de leurs données. C'est une perte de recettes importante pour certaines administrations. Les recettes de l'Institut géographique national, l'IGN, sont tombées de 10,2 millions d'euros en 2012 à 3,2 en 2019. Et bien évidemment, cette perte de recettes, ça ne les encourage pas à passer à l'open data. Et puis, elles ont une crainte aussi d'une captation de la valeur par des acteurs privés qui sont en position dominante, les grandes plateformes du numérique, qui peuvent réutiliser gratuitement les données et les codes sources publics. Bien, ça les incite à en restreindre l'accès. Le rapport Botorel invite à reconsidérer cet argument parce qu'il considère que les GAFAM ont tout état de cause accès au big data et chercher à contrôler l'utilisation qui pourrait être faite des données. En soi, c'est contraire à la logique de l'open data qui vise précisément à libérer les données sans présager de leur usage ultérieur. On espère que le Digital Services Act, qui est en cours d'élaboration, permettra au niveau européen une meilleure régulation de l'utilisation de ces données par les plateformes.
Donc, et ce sera mon dernier point, pour des raisons diverses, la lumière n'atteint pas tous les recoins de la sphère administrative, mais en plus, je crois, le générique génère de nouvelles opacités. Ces nouvelles opacités sont, à mon sens, de deux ordres. Elles portent très rapidement sur la question de l'explicabilité des algorithmes, et puis aussi sur l'aveuglement, je crois, provoqué par l'open data. D'abord, est-ce que les algorithmes sont explicables? L'exigence d'explicabilité n'est-elle pas illusoire? Rendre un algorithme intelligible aux administrés, c'est un véritable défi. D'abord parce que traduire des lignes de code en langage humain, c'est une tâche complexe. Ensuite, parce qu'il est difficile d'identifier le périmètre d'ouverture du code. C'est ce qu'a démontré Etalab sur APB. En intégrant donc les éléments qui sont nécessaires à la compréhension globale du système, mais en excluant les modules qui peuvent présenter des risques de sécurité. Je vais reprendre à mon compte la phrase d'un de mes collègues, Jean-Baptiste Duclerc, qui dit que vouloir tout à la fois dépasser l'intelligence humaine dans la prise de décision et rendre cette prise de décision accessible à l'intelligence humaine, eh bien, ça tient certainement de la gageure. Enfin, est-ce que l'open data est démocratique? Est-ce que les citoyens peuvent s'en emparer? Est-ce que ce n'est pas un aveuglement? Est-ce que les citoyens peuvent comprendre l'open data? Ceux qui sont déjà allés sur le site data.gouv.fr me suivront certainement dans ce questionnement. Et comme l'a dit Hélène Polia, tout ceci est d'une simplicité déconcertante. L'ouverture peut en réalité, je crois, générer de l'opacité, de l'incompréhension. Les profanes sont exclus de ces mécanismes qui sont captés par des initiés, je crois. Ils sont dans un état de dépendance par rapport aux acteurs de la société civile qui sont spécialisés dans les traitements de données. Donc, je dirais pour finir, pour conclure, que ce que le numérique offre, c'est davantage l'ouverture des données du service public dans une perspective d'innovation que la réelle transparence dans une optique démocratique. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, sur la simplification, sur l'accessibilité, eh bien, je dirais qu'effectivement, la transparence est plutôt un principe de gestion qui ne bénéficie pas directement à l'usager utilisateur, mais le réel bénéficiaire, et cela étant moins l'administration, à mon avis, que les acteurs économiques. Voilà, je vous remercie. Merci.